Eh ben, moi qui pensais qu'on pourrait très difficilement renouveler le genre du film post-apocalyptique, je reconnais que j'avais tort, c'était vraiment très bien. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée à Seul au monde versus Je suis une légende versus Chappie. Alors oui, c'est vrai que tu peux retrouver beaucoup de longs métrages à l'intérieur de Finch et pourtant ça propose vraiment quelque chose. Ou plus sérieusement donc la critique du film Finch, long métrage cinématographique sur Apple TV, on y reviendra, qui m'intriguait pour de très nombreuses raisons, puisqu'au-delà évidemment d'avoir une aventure post-apocalyptique sur Apple TV, l'un des gros blockbusters qui va sortir sur la plateforme directement en streaming en cette fin d'année. On a évidemment le retour de Tom Hanks au cinéma, qui est un de mes acteurs de prédilection. Je trouve qu'il a vraiment une poésie, il a quelque chose qui émane, et qui émane d'autant plus de Finch, dont on reviendra plus tard, que j'adore. Mais vous allez voir qu'autour de Tom Hanks, il y a évidemment une multitude de points qui me semblaient en tout cas intéressants pour discuter de Finch, à savoir que l'œuvre est produite par Robert Zemeckis, illustre réalisateur du cinéma des années 80, 90, 2000, 2010, enfin il a traversé les générations. On ne compte plus le nombre de collaborations poétiques entre lui et Tom Hanks sur de très vastes sujets, c'est donc un comeback intriguant pour les deux hommes. Je ne le présente évidemment pas, mais par contre je peux vous présenter le réalisateur Miguel Sapochnik. Et alors là-dessus évidemment ça ne vous dit peut-être rien, la plupart de ses faits d'armes sont directement à la télévision, mais c'est quand même un réalisateur qui a œuvré dans des séries comme Banshee, True Detective, Doctor House et également Game of Thrones. Et Game of Thrones, il faut savoir que c'est pas non plus des petits épisodes qu'il a réalisés, puisqu'on a entre autres La Bataille des Bâtards, La Longue Nuit et La Cloche, et globalement en ce qui concerne La Cloche et La Longue Nuit, ce sont les épisodes 3 et 5 de la dernière saison. La dernière saison en termes de scénario, etc., de péripéties, on en dira ce qu'on en veut évidemment, mais en termes de réalisation, de mise en scène et de photographie, c'était quelque chose. On a donc un acteur de talent, un producteur de talent, un réalisateur qui arrive avec un projet relativement atypique, et à la musique, Monsieur Gustavo Santaolalla, comme si ça pouvait pas faire mieux, déjà tu vois, comme si le tiercé était déjà pas incroyable, le compositeur entre autres de The Last of Us, Babel, j'en passe et des meilleurs, qui sera d'ailleurs à la série The Last of Us qui sortira l'an prochain sur HBO. Dans un environnement, comme je le disais, post-apocalyptique, qui a du mal à se renouveler, qui globalement propose plus ou moins les mêmes choses depuis des années, voire des décennies, et qui, à quelques exceptions près, avait véritablement, je pense, besoin de se renouveler et de proposer quelque chose de différent. Est-ce que ce Finch, est-ce que Apple TV, est-ce que Tom Hanks parviennent justement à nous donner cette équation? Réponse tout de suite. Qu'est-ce que tu fabriques? Mais Finch, tu as dit là-haut, c'est comme du gruyère. J'essaie de localiser le gruyère. Mais avant la critique, évidemment, resituons le contexte de l'œuvre. Nous sommes certes dans un monde post-apocalyptique, mais aussi un monde d'anticipation, puisque suite à des éruptions solaires, les êtres humains ne peuvent plus sortir. Le monde entier a été comme complètement calciné, et effectivement, le soleil, si jamais on est en contact avec lui, peut vous brûler intégralement tout de suite. Ces phénomènes météorologiques ont évidemment des conséquences, on pense par là à de nombreuses tempêtes, des tornades, etc. Et Tom Hanks vit seul, intégralement seul, puisqu'il porte littéralement le film sur ses épaules, avec un chien, un robot et un autre robot qu'il appellera Jeff, qu'il est en train de construire au moment de l'introduction du film. Et à partir de ce moment-là, c'est là que je trouve que le film est brillant. Oui, il propose quelque chose de complètement différent, même si évidemment on peut voir par rapport à l'univers de la robotique, etc., du iRobot, du Chappie, voire même du Wall-E. C'est aussi pour ça que je vois beaucoup ce film comme un Pixar en live action, on y reviendra sur la partie poétique, ou même du Seul au monde typique Zemeckis. Il y a des tas de rapprochements qu'on peut faire à différents univers filmiques et cinématographiques, mais je trouve que là où Finch brille, c'est littéralement dans l'âme qu'il véhicule. Parce que finalement le propos post-apocalyptique, il est presque secondaire, tellement le réalisateur, l'acteur et le producteur vont mettre en avant toute la poésie qui se dégage de Tom Hanks. J'ai toujours trouvé que dans chacun de ses longs métrages, et c'est pour ça que pour moi c'était le rôle parfait, il faut savoir que Finch, c'était aussi un film qui m'intriguait énormément pour voir Tom Hanks dans un film post-apocalyptique. C'est pas forcément des choses qu'on a l'habitude de voir, j'étais très curieux de savoir comment ça allait être engendré, et finalement ça ne m'étonne pas quand tu te rends compte que ce film-là, au détour de l'univers post-apocalyptique, va mettre en avant la poésie, la tristesse, la douceur de Tom Hanks qui vit seul, qui est complètement reclus. Je dirais rien d'autre pour éviter les spoils, mais il y a pas mal de
péripéties narratives qui vont aller par la suite, qui vont d'autant plus provoquer l'empathie du spectateur, avec un chien, avec un robot, avec un nouveau robot à qui il va commencer à faire comprendre des choses. Il y a toute une trame aussi, je trouve, qui est presque dans le non-dit, parce qu'on n'en parle véritablement jamais, comme si dans le film, finalement, c'était inné, autour de la conscience d'un robot, comme si les robots, finalement, dans cet univers-là, pouvaient déjà être dotés d'une conscience, comme si c'était pas étonnant, mais qui va d'autant plus se révéler comme un buddy movie. Et finalement, c'est là où le film fait très fort, c'est qu'il dure pratiquement 2 heures, que pendant 1h30, on assiste à un buddy movie, à un road movie, où Tom Hanks va être contraint de quitter justement son campement pour par la suite avoir une ambition d'aller à San Francisco. Et c'est là que le côté Pixar justement entre en jeu. C'est un film qui est touchant, drôle, émouvant, tout ça grâce à l'alchimie parfaite entre Tom Hanks et Jeff, qui va être particulièrement bien mise en scène puisque le côté post-apocalyptique, au terme de 2-3 péripéties narratives, on va complètement l'oublier. On l'oublie complètement parce que c'est la poésie, c'est la richesse, c'est la douceur, c'est la féerie de ce film qui va être capable de transporter le spectateur. Alors certes, d'un point de vue de réalisation, de mise en scène, le réal fait vraiment bien le travail, il était habitué sur Game of Thrones, etc. à des projets ambitieux. Là c'est vrai que l'univers post-apocalyptique est parfaitement retranscrit, il y a notamment une scène, alors en plus vraiment le film est écrit pour moi, qui se passe à Denver, on embrasse les Nuggets, Nikola Jokic, on t'adore, où on voit un Denver complètement calciné, en ruine, presque désertique dans le sens le plus noble du terme, c'est-à-dire que c'est un désert autour, alors que Denver, pour ceux qui savent pas où c'est aux États-Unis, c'est dans les Rocheuses, c'est souvent enneigé, etc. C'est typiquement pas le profil. L'environnement post-apo, les décors et la photographie restent donc une vraie plus-value au métrage, assez dépaysant dans un style un peu Mad Max. On va aussi avoir des questionnements sur l'être humain, Tom Hanks nous le dira à de nombreuses reprises, notamment au terme d'un discours particulièrement poignant, qui est une sorte de flashback où il avait vu une petite fille mourir devant lui, etc. L'être humain a terminé par tuer l'humain, ça c'est des thématiques qu'on a souvent dans l'univers post-apocalyptique, puisque pour éviter l'éruption solaire, certains se sont cachés, ils ont fini par mourir, les autres ont volé, etc. Et Tom Hanks se considère comme un lâche qui n'a jamais véritablement été capable d'aider les autres. Toutes ces thématiques-là, elles sont intéressantes, le visuel est intéressant, vraiment en termes de composition photographique, c'est plutôt fort, mais moi c'est presque pas ce qui m'a le plus bluffé. Finch réussit tout à fait à rendre ça féerique, poétique, presque feel good par moment, où finalement il n'en échappe qu'une immense poésie. Et c'est ça qui est très fort, c'est que sur 1h30 on va avoir cette poésie, mais sur la dernière demi-heure on va aller vers quelque chose de beaucoup plus empathique, de beaucoup plus triste. On est tout à fait capable de prendre le spectateur par la main et de l'emmener du rire aux larmes extrêmement rapidement, en grande partie dû au travail exceptionnel de Tom Hanks qui est un acteur fait pour ça, sans aucun démérite évidemment pour la voix de Caleb Landry Jones qui est juste génial en Jeff. Encore une fois, cette alchimie naturelle très intime fonctionne à merveille pour un film intimiste. Quand on parle de poésie, quand on parle de tristesse, quand on parle vraiment d'humanité, pour moi, Tom Hanks, c'est presque la représentation de l'être humain à part entière, et dans quasiment tous les films qu'il a pu faire, c'était notamment le cas dans Le Soldat Ryan, qui est un film que j'adore, où Tom Hanks, au milieu de cette escouade, au milieu de l'enfer de la guerre, représentait l'être humain par excellence. C'était la marque d'humanité qui s'est complètement perdue dans un monde qui n'est plus le sien. C'est à peu près la même chose vis-à-vis de ce personnage-là, donc de Finch, qui est complètement perdu dans un univers post-apocalyptique, mais qui est pourtant l'être humain par excellence. Et c'est là que je trouve justement que le film propose quelque chose. L'univers post-apo, l'univers des films catastrophes, etc. C'est pour la plupart de ce qu'on peut voir au cinéma ou à la télévision, du vu et revu et revu. Et c'est vrai que c'est très difficile de reprendre un univers comme ça et d'en faire quelque chose d'autre. Je trouve que Finch, justement, garde un cap qui est génial, c'est l'apprentissage du robot, l'empathie que le robot va finir par avoir, cette course particulièrement simple finalement. Et c'était la même chose notamment dans un univers, alors là, pas post-apo, mais beaucoup plus catastrophe, qui était Greenland, où Rick Romanvogt, je trouve qu'il avait vraiment cet univers d'auteur, où il mettait Gerald Butler dans des situations qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir, sur un scénario qui était pourtant déjà vu 1000 fois. Et c'est une grande réussite. Si vous voulez de la poésie, si vous voulez vous diversifier dans le style post-apocalyptique, si vous voulez rire, si vous voulez pleurer, si vous voulez avoir des scènes vraiment visuellement impressionnantes, mais toujours mêlées à de l'humanité, c'est vers Finch qu'il faut aller. Qu'est-ce que tu fabriques? Mais Finch, tu as dit là-haut, c'est comme du gruyère. J'essaie de localiser le gruyère. Et évidemment, je ne pouvais pas conclure cette vidéo sans parler de Monsieur Gustavo Santaolalla, la musique, l'excellence de la musique de Last of Us, dans Babel et dans beaucoup d'autres univers évidemment, qui pour le coup, je trouve, franchit d'autant plus un cap. Dans Last of Us, on avait vraiment son style très particulier. Dans The Last of Us 2, on retrouvait ce style musical qui lui est propre, avec des sonorités beaucoup plus électriques, beaucoup plus violentes,
différentes qui sont celles de McHale, qui fait un travail formidable notamment sur Mr. Robot et American Horror Story. Sur Babel, c'était à peu près la même chose, on retrouvait beaucoup de similitudes avec The Last of Us. Ce qui est très intéressant dans Finch, c'est que je trouve que musicalement, il arrive pleinement à s'émanciper. Il y a beaucoup de scènes, notamment quand on va travailler l'humain, la poésie, ou quand on va travailler des scènes particulièrement douloureuses où les personnages s'ouvrent, où Gustavo Santaolalla va être capable de remettre les bribes typiques musicales à la Last of Us, puisque je pense que quand on parle de cet auteur-là, globalement on a The Last of Us en tête. Si vous voyez un petit peu le style de sonorité, quand on travaille en profondeur les personnages, et ça fait partie de la richesse finalement du scénario, du montage et de tout ce qui a été fait en post-prod. Quand on travaille les traumas des personnages ou des situations de dialogue hyper importantes ou des points culminants de l'œuvre, là tu vois que dès que la poésie commence un peu à se marier, il y a Gustavo Santaolalla qui va arriver dans l'équation. Et pour le reste, il est capable de blockbusteriser, si vous voulez, sa composition originale. Et c'est là où justement je trouve qu'il s'est transcendé, c'est qu'on a une musicalité, on a une retranscription de Gustavo Santaolalla qu'il n'a pas forcément l'habitude de faire, lui qui est beaucoup plus intimiste avec très peu d'instruments et qui va vraiment à l'essentiel, où là on a des vraies compositions musicales d'orchestre qui prouvent que Gustavo Santaolalla est un mec extraordinaire que j'ai hâte de voir dans The Last of Us, parce que là il va être peut-être aussi capable d'élever d'autant plus son niveau de jeu en essayant de pas trop tomber dans la redite de ce qu'il était capable de faire, mais c'est vrai que je trouve qu'il a brillé à l'instar du film dans sa musique. Donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue. Est-ce que vous êtes allé voir Finch sur Apple TV? De toute façon, ce que je trouve particulièrement dommage, c'est que c'est un film de cinéma. C'est vraiment un film pour moi qui était à voir au cinéma parce que c'est une vraie proposition. On ne pourra le regarder dans tous les cas qu'en streaming, au mieux sur Apple TV. Alors n'hésitez pas à le voir dans de bonnes conditions et surtout je vous le recommande parce que c'est d'une des petites claques de cette fin d'année. Finch, c'était vraiment très très bon. Au plus jeune âge, on apprend la consommation. On rend flou la limite entre avoir et être. Bien avant d'en maîtriser la conjugaison, on complique ce que fera voir le maître. Puis quand celui-ci met en place des bases, expande et en démol, pose leur...